Direction l'aéroport où on va à Tenerife. Vous avez vu à peu près où est-ce que je me situe. Maintenant, eh bien, au boulot. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Aventure à Madagascar. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer le travail scientifique pour lequel on est venu. Alors, pour l'instant, on va se rendre directement dans la forêt après le petit déjeuner, histoire de prendre vraiment nos marques suite à la prospection d'hier. Et enfin, à midi ou ce soir, eh bien, je vous détaillerai un peu tout le travail qu'on a fait et franchement, accrochez-vous parce qu'il y a du boulot. On ne peut pas parler de Madagascar sans parler des baobabs. En effet, il existe au total 9 espèces de baobabs de par le monde et 7 d'entre elles sont endémiques de la Grande Île, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve nulle part ailleurs. Ces arbres immenses, dépassant parfois les 9 mètres de circonférence pour plus de 30 mètres de hauteur, constituent une des nombreuses richesses biologiques et culturelles malgaches. Si important même qu'ils représentent les arbres nationaux de Madagascar et forment, avec l'arbre du voyageur, des espèces botaniques incontournables de ce coin du globe. Les baobabs sont des arbres tropicaux adaptés à la survie des environnements possédant une saison humide très pluvieuse et une saison sèche très aride. Le tronc sert en effet de stockage pour d'énormes quantités d'eau, ce qui leur donne souvent une allure de bouteille. Le bois des baobabs, spongieux et friable, n'a quasiment aucune utilité, ce qui explique pourquoi les individus parviennent à traverser les siècles sans trop être inquiétés par l'exploitation humaine. Leur taille très imposante et leur longévité leur ont valu d'être considérés dans plusieurs cultures comme des arbres sacrés, appelés Reniala, c'est-à-dire mère de la forêt en malgache. Pour admirer les baobabs, l'idéal se trouve à Morundava et l'allée des baobabs. Mais on peut aussi en voir dans certains parcs, comme celui de Kirindi. Ouais, si on continue encore tout droit, là sur environ 30 mètres, on va arriver au bout de la zone. Alors celui-là, comme on peut voir, il est en fleurs. On a une fleur juste ici qui est tombée. Et par là-bas, on a un bouton aussi qui est tombé. AR128 pour Adamsonia rubrostipa, numéro 128 qui est donc ajouté à l'inventaire. Ça y est, on l'a rajouté sur la carte. Peut-être qu'il est encore en croissance. On peut mesurer par curiosité. Ouais. À hauteur de poitrine. Ouais, moi ma poitrine elle est pas à 1m50. Ah mais non, c'est 1m30, 1m20, 1m30. Voilà. Baisse un peu les bras. Je baisse un peu les bras. On va essayer de le mettre... Comme ça? C'est bon là, cette hauteur là? Alors il faut qu'il soit le plus horizontal possible. Bon, tu prends 10 et puis après tu enlèves. Bon après, au centimètre ça suffit. Ouais. Du coup ça fait combien? De 27? De 26. Il y a au moins 6 graines tu vois qui ont atterri ici, mais bon, 7 avec ça aussi là. Le fait que ce soit bien agrégé comme ça laisse penser qu'elles ont pu germer dans le... Après c'est proche de l'arbre quand même. Donc, Ah, on voit plus on n'a plus de traces de la cabosse quasiment quoi, hein. Ou bien dégradé. Toutes les graines sont là, toutes les jeunes plantules sont là.
s'est bien confirmé que c'était la barochorie directe. Ouais. Mais s'il y en a qui sont ici, voilà, il y aurait eu dispersion. Là, il y aurait eu Il y a un agent de dispersion secondaire. oui. Ouais, parce que ce serait bête de trouver un nid de guêpe là-dedans. On va y aller. Bon, là, c'est là, à peu près. Et le bout, il est où par contre? Où les deux arbres se croisent pas. Donc là, je vois le bout du houpi, mais de l'arbre qui se croise pas avec l'autre. Ouais, je suis sur le bon truc. 12 mètres 20. Ouais. C'est quand même une sacrée taille. Alors voilà, on continue de progresser là, à travers ça. Et en plus il fait pas mal chaud, c'est pas forcément très facile de se déplacer là-dedans. J'ai failli marcher là, c'est Oh là là, rencontre avec un boa là pour le coup. Un boa, t'exagères. Oui, oui. Si, Ouais, c'est un boa idée. par curiosité, la mesure du serpent. Ah là là, mais j'allais mettre le pied Ça dessus. fait, hop, Tiens-le. je récupère. Attends, pas trop près, pas trop près. Il est en train de... C'est bon, là, je suis au bout, là. Je vois combien à peu près. Il doit faire au moins 1m70-80. Ouais. Peut-être 2, quoi. Il est vraiment super silencieux en tout cas. Super lent, super silencieux. Pas un craquement de branche. Eh ben ça y est, on est enfin rentré de la prospection de ce matin. Donc on a pu commencer un peu les études. Là, comme vous pouvez voir, on est absolument transpirant de tout ce qu'on a traversé. Donc on va directement aller prendre une douche, on va manger, et puis cet après-midi, en début d'après-midi, je m'ai occupé de faire toute une cartographie par drone de la zone d'étude pour qu'on puisse positionner un peu tous les arbres qu'on a prospectés. Une fois qu'on aura fait ça, on va continuer la prospection parce qu'on étend en fait une zone d'étude qui a déjà été donc étudiée l'année dernière. Cette année, on augmente cette zone d'étude, on va la cartographier précisément, on s'intéresse principalement au baobab. Alors tout ça, c'est ce que je vais vous détailler ce soir et savoir aussi pourquoi est-ce qu'on est là, comment est-ce qu'on fait de la science. Je vous dis ça ce soir. Là pour l'instant, on continue le boulot parce que 6 jours, c'est court et comme vous pouvez voir, il y a du travail. Ça y est, on repart sur le terrain pour déjà en début d'après-midi. Là, vu que le soleil est relativement bien placé au zénith, ça va nous permettre de faire toute la cartographie par drone. Parce que oui, le drone ne sert pas forcément qu'à faire des jolies images que vous voyez bien sûr. Je me fais plaisir vraiment à voler dans ces environnements qui sont absolument magnifiques. Mais là donc, on va avoir une application un peu plus scientifique puisque je vais utiliser le drone pour faire toute une cartographie qui va nous permettre après de précisément localiser les différents arbres de notre étude et pouvoir ensuite obtenir des données concernant la dispersion, mais ça on va en reparler tout à l'heure. Allez, c'est parti, donc on va lancer le drone, on va programmer la mission pour couvrir donc l'entièreté de la zone, obtenir une cartographie, et l'autre enjeu c'est d'arriver en fait à pouvoir identifier les arbres d'en haut directement, donc que ce soit visuellement ou avec d'autres moyens qu'on détaillera peut-être plus tard. Donc tout ça, ça va être fait maintenant, donc en plein milieu des heures chaudes, bien sûr, il fait 30 à 35 degrés. On va attendre qu'ils prennent tous les GPS, tous les points GPS, puisque ça va nous permettre de connaître exactement en fait la position des cartes, enfin la position des photos pour pouvoir sortir une carte en fait qui soit géoréférencée. C'est l'intérêt
pour un jour se repérer. Là, ce que je vais faire, c'est quand même, d'après ce que je me suis renseigné, un peu une première mondiale, étant donné qu'à Kirindi, il n'y a encore aucun drone qui a volé pour faire de la cartographie du site. Donc, l'enjeu est là. Je vais le décoller. Ça y est, on est enfin rentré d'une après-midi, enfin plutôt d'une journée de travail. Alors clairement ça a été hyper intense, on bosse sur une problématique de dispersion autour des baobabs, donc il faut vraiment qu'on parte en forêt, qu'on repère des baobabs, qu'on mesure ces baobabs et qu'on prenne en fait différentes mesures au niveau du houppier, c'est-à-dire en fait de la collerette de feuilles qui se trouve à la cime des baobabs. Alors tout ça, c'est vraiment assez compliqué parce qu'on n'est pas dans des zones très accessibles. On a des zones, par exemple, comme vous avez pu voir sur les images, qui sont couvertes de bambou. Alors ça, c'est difficilement franchissable. On doit un peu se frayer un chemin au milieu, comme vous avez pu voir, à la fois des serpents, des scorpions, de nombreuses araignées, parfois des guêpes, des fourmis qui font presque 2 cm. Bref, je vous mets des photos là de un peu tout ce qu'on a croisé. Voilà. En forêt tropicale, en région tropicale, les tailles d'animaux sont absolument immenses. C'est ce que je disais dans cette vidéo que je vous mets là, lorsque je faisais mes premiers constats, lors de mes premières balades en forêt tropicale à La Réunion, c'est que les individus sont plus gros. À Madagascar, je dirais que c'est encore plus vrai, on se trouve avec des tailles d'individus qui sont absolument immenses. Tout ce qu'on fait ici sur le terrain, ça fait partie en fait de la recherche scientifique. Mais comment est-ce qu'on fait de la recherche scientifique vraie, c'est-à-dire arriver à la publication d'un papier scientifique, d'une étude scientifique, pour après sortir dans les grosses titres, oui, les scientifiques ont affirmé que. Voilà, là on est sur la partie de terrain. Mais avant cette partie de terrain, en fait, il y a plusieurs choses, c'est ce qu'on appelle la démarche scientifique et c'est ce que je vais vous détailler. La recherche en sciences, ça se fait étape par étape. La base, c'est la curiosité, le questionnement vis-à-vis d'un phénomène qui nous intrigue. Pourquoi, comment, qui, quoi, où sont les mots qu'un scientifique doit toujours avoir en tête. Ces observations et réflexions constituent la première étape essentielle et déclenchent tout le rouage de la recherche. Cela va conduire à formuler des hypothèses. Ces questions ou affirmations sont la deuxième étape de la démarche scientifique. Elles découlent naturellement des observations, mais sont aussi croisées avec de la recherche bibliographique afin de voir si une ou plusieurs réponses n'ont pas déjà été apportées à notre question. Si ce n'est pas le cas, alors c'est parti. Il faut mettre au point des méthodes, des protocoles, des techniques, bref, tout ce qui va pouvoir permettre de tester notre hypothèse. En écologie, cette troisième étape correspond bien souvent aux sorties sur le terrain, puisque l'objet d'étude principale de l'écologie, c'est un ou plusieurs êtres vivants en relation avec les autres dans son milieu. Cette étape, assez répétitive, doit fournir de nombreux résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'important, c'est de constituer un jeu de données conséquent pour ensuite pouvoir l'analyser. C'est d'ailleurs la quatrième phase de la recherche, l'analyse des résultats et les conclusions. Pour cette partie, on doit la plupart du temps passer par un ordinateur car il faut avoir de la puissance de calcul. Effectivement, on passe notre jeu de données au peigne fin en appliquant divers tests statistiques finement choisis qui vont alors nous permettre de tirer des conclusions quant à nos hypothèses. Une fois les résultats analysés et interprétés, il faut trancher. Nos hypothèses étaient-elles correctes ? Si oui, direction la rédaction d'un article scientifique qui, si on a de la chance, pourra être publié et lu parmi la communauté scientifique, mais aussi par vous. Sinon, pas de souci, soit on choisit de publier les résultats que l'on a obtenus, même s'ils contredisent nos hypothèses initiales, car cela va sûrement donner des idées à d'autres scientifiques. Sinon, on peut aussi choisir de modifier nos hypothèses et de les tester à nouveau. Mais dans ce cas, toute la démarche recommence. Bref, tout ça pour vous dire que ici, à Kirindi, en ce moment, on est sur la troisième phase, c'est-à-dire la phase d'expérimentation sur le terrain. Pour la suite des opérations, là, moi, ce que je vais m'occuper de faire, c'est tout le traitement informatique pour faire la cartographie donc par drone. Maintenant que j'ai les images, je vais m'occuper de faire
reconstruire la zone pour pouvoir essayer de repérer, comme je vous disais, les espèces de baobab ou les autres espèces végétales qui vont se situer pour un peu voir comment se distribue notre population de baobab. Mais avant, bien sûr, là où on a passé plus de 8 heures, on va dire, en forêt, on est absolument crevé, on est transpirant, on a chaud, bref. Voilà, on va vite fait finir la journée, aller bouffer, aller se coucher, et puis on va recommencer demain. Moi, je vous dis à bientôt pour la suite, au prochain épisode, où là, je vous montrerai un peu plus, disons, notre vie quotidienne au camp. Vous avez pu voir maintenant comment on travaille. Je vais vous présenter un peu notre vie quotidienne, comment ça se passe pour dormir, comment ça se passe pour se doucher, etc. Parce que on est dans des conditions assez, disons, exceptionnelles quand on est sur le terrain, d'autant plus quand on est scientifique, on se trimballe énormément de matériel. Il faut qu'on soit précis dans des conditions qui, des fois, ne le permettent pas vraiment. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de laisser un like, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, de partager parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde de savoir comment sont menées les expériences scientifiques, notamment sur le terrain, et d'autant plus de dire dans des endroits assez remarquables comme ici à Madagascar, en pleine forêt tropicale sèche. Et bien tout ça, je vous dis à bientôt.